Et là, je me suis dit, tiens, il y a de la matière et j'ai envie d'explorer un peu le côté comique que moi j'ai dans la vie et d'essayer un peu d'insuffler des bribes de comique dans le personnage de William Donier. Donc de ce côté-là, oui, il y a un peu plus par rapport au côté austère, rigoureux, sérieux, etc. J'ai ce côté austère, enfin rigoureux, sérieux dans la vie, etc. Mais pas aussi prononcé que le personnage de William Donier. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Qui l'eût cru ? Déjà près d'un quart de siècle que Kamel Belghazi promène son talent sur nos écrans. Après avoir fait ses classes au sein de la famille formidable sous la toque du chef Noureddin Ben Salah, il coiffe ensuite la casquette du commandant Guémara dans Section de recherche pour endosser désormais les blouses de William Donier, chef de service en médecine interne dans Demain nous appartient. Débarqué en France à l'âge de 5 ans après avoir quitté l'Algérie avec ses frères et sœurs et ses parents, le petit Belghazi grandit à l'ombre des montagnes savoyardes et ne se voit pas vraiment en haut de l'affiche. Aujourd'hui, même s'il peine à reconnaître pudiquement qu'il s'est construit une carrière, il revient sur son fabuleux destin dans l'intimité de son appartement parisien où il se pose entre deux représentations de Vive les vacances, la pièce qu'il joue actuellement dans toute la France en compagnie de son amie Linda Hardy. Alors, Kamel Belghazi, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, de me recevoir chez toi. Les gens te connaissent maintenant depuis 4 ans dans les blues de William Donier, dans Demain nous appartient. J'avais une question très concrète. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour de tournage sur DNA ? Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Qui as-tu rencontré ? Je veux tout savoir. Alors, j'espère qu'ils me connaissaient d'avant, mais c'est vrai qu'ils me connaissent depuis 4 ans dans le rôle de William Donier, ou pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui m'ont découvert là-dedans. Oui, je m'en souviens très bien. Je suis arrivé dans ce grand hall très impressionnant et je crois qu'ils avaient oublié que j'arrivais. Enfin, il y a eu un petit couac au niveau de l'accueil et je me suis retrouvé dans le hall tout seul. Ils avaient oublié que tu venais ? Oui, il y avait un petit couac, quelqu'un devait m'accueillir et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et il se trouve que je me suis retrouvé dans ce grand hall avec ma valise et ne connaissant personne, ne sachant pas où aller, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là et où suis-je ? Donc j'ai erré comme une âme en peine pendant un certain temps et ensuite on m'a dit à la cantine là-bas. Je suis allé m'asseoir à la cantine qui était à l'époque sous une tente et une fille vient s'asseoir en face de moi ou à côté, on commence à discuter et je lui dis mais tu fais quoi ? Elle me dit je suis répétitrice ou coach, je sais pas. Elle me dit et toi ? Je dis moi je viens d'arriver, je fais le nouveau personnage William Donier. Elle me dit elle me dit mais c'est moi qui étais chargé de t'accueillir, pardon, etc. Bref. Mais non. Ouais, si, ça s'est passé comme ça. C'était déjà assez stressant, là, ça a été l'enfer. Je me dis, oh putain, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Franchement, je me sentais perdu. Enfin, je savais pas où aller. Avec les gens que je croisais, je leur disais bonjour, et bref. Et après, ça a été. Et ensuite, donc ça, c'est des souvenirs. Et ensuite, mon premier jour de tournage, je crois que c'était avec Axel Kinner. Ouais, il me semble, où j'arrive et je suis dans le couloir et je retrouve mon vieil ami d'enfance, d'enfance d'études avec lequel j'étais étudiant en médecine et avant de partir faire mon internat à La Réunion. Mais ouais, c'était très sympa. Alors j'hésite entre cette scène-là et une scène avec Marianne Luce Mouchel et Solène Hébert, qui jouaient 2 médecins, et j'arrivais et je les entendais parler d'un diagnostic et elles s'étaient trompées dans leur diagnostic, enfin notamment Luce Mouchel, le personnage de Marianne, et je venais rectifier le diagnostic. Donc elle m'a pris pour un personnage un peu hautain, sûr de lui, etc. Ce qui était le qualificatif du personnage. Au départ, ouais. Ouais, sûr de lui, une sorte de Dr House à la française, brillant médecin, voilà, et très proche de ses patients, père prévenant, mais il avait un côté comme ça,
je dirais pas prétentieux, mais sûr de son fait. Voilà. C'est ça. Dû à ses compétences, hein, pas à sa personnalité, dû à ses compétences. Aujourd'hui, après 4 ans, tu as le sentiment que tu l'as amené un peu à toi, ce personnage, tu l'as transformé par rapport à qui tu es, ou on est resté sur le cap de départ? Non, je crois que justement, c'est ça qui est particulier. Merci de poser cette question, parce que jamais fait. En fait, d'habitude, les personnages, comme ils sont souvent proches de moi, où il y a des traits de caractère qui sont assez proches de ma personne, j'ai tendance parfois, sous certains aspects, à les tirer vers moi. Et là, ça a été l'inverse, en fait. J'ai essayé de fabriquer quelque chose que, quand j'ai eu le descriptif du personnage, quand j'ai lu, je me suis dit, tiens, il y a de la matière, je peux en faire quelque chose. Et j'avais imaginé déjà des choses. J'ai pas mal de potes médecins que j'avais vus. Ah oui, tu t'étais renseigné. Ouais, je m'étais renseigné. Puis maintenant, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, en fait, je savais déjà des choses. J'avais déjà une idée assez précise de ce que je voulais en faire. C'est-à-dire? J'avais déjà une idée de comment il allait être habillé. Déjà. Je voulais qu'il porte des lunettes. Donc, pourquoi? Parce que je le voyais, je l'avais fabriqué en fait dans mon esprit quand je fermais. Je l'imaginais, j'étais arrivé à le dessiner, je me suis dit, voilà, ça, c'est William Dollier. D'accord. Donc j'avais imaginé un personnage et je voulais qu'il soit comme je l'avais imaginé. Parce que moi, ça m'aidait justement à l'interpréter à partir de moment où il ressemblait à ce que moi j'avais imaginé. Même dans le ton, dans son comportement, justement dans cette espèce de prétention entre guillemets, de ce côté sûr de lui en fait qu'il avait. C'est une démarche un peu lente, tranquille. Et puis j'avais observé quelques médecins. Une époque où j'ai passé un peu de temps dans les hôpitaux, j'avais observé un peu des médecins et je m'étais inspiré de chacun, hein, dans la démarche, hein, dans la façon de parler, hein, dans l'allure, voilà. Et je sais pas, je trouvais que le côté lunettes, c'était un accessoire de jeu. Donc, après, on me les a cachés pendant un certain temps. C'est-à-dire? Parce qu'il y avait des reflets. Ouais, c'est une petite anecdote. On t'a planqué tes lunettes? Oui, on m'a planqué mes lunettes. J'avais demandé des lunettes, donc on m'a dit OK. Donc au bout de quelques jours, on m'a donné des lunettes. Et ensuite, à la technique, ils se sont dit oui, il y a des reflets, donc on m'a enlevé les lunettes. Mais j'ai dit moi, je peux les enlever de temps en temps, etc. Et quelques jours après, je demande mes lunettes et elles avaient disparu. J'ai demandé, personne ne savait où elles étaient, évidemment. Ça a duré des mois. Et un jour, il y a une jeune habilleuse qui est arrivée, qui n'avait jamais travaillé avec nous. Et je lui dis, tiens, normalement, je dois avoir des lunettes de jeu, est-ce que tu peux me les trouver? Et elle est revenue avec les lunettes. Et là, j'ai appris qu'en fait, elles avaient été cachées volontairement. Mais non. Donc ça m'a fait rire. Et après, je leur ai dit, non, mais je comprends les problèmes de la technique, mais voilà, on va s'arranger pour faire en sorte que... Et, parce que c'est des lunettes qui servent qu'à lire, normalement, évidemment qu'elles ne sont pas correctrices, hein. Mais j'en ai fait ça. Et ensuite, on a fait mettre des verres anti-reflets. C'est ça. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Exactement. Et ça m'a fait rire, ouais. Parce que ça a été la course, la chasse aux lunettes. Ils sont blagueurs sur Demain nous appartient. Je les ai trouvés assez audacieux. Donc, pour revenir sur l'aspect plus psychologique et humain du personnage, là aussi, en quoi est-ce que tu as mis un peu de Kamel dans ce William? Dans l'aspect psychologique? Ouais. Ouais. Où il est toujours aussi différent de toi aujourd'hui? C'est vraiment une composition? Ouais, franchement, voilà. Je m'interroge en même temps. Non, il a pas beaucoup de moi. Hein. D'accord. Non, il a pas beaucoup de moi. Non. Après, ensuite, on l'a amené un petit peu. Ça, c'était une volonté. C'est des scénaristes et de la prod et de moi. On en a parlé un petit peu de l'amener un peu plus vers la comédie. Ah. Et là, j'ai mis des aspects un peu plus personnels de moi que j'avais pas eu l'occasion de mettre par ailleurs dans d'autres films. C'est un petit peu dans La Famille Formidable, mais pas vraiment. J'avais pas eu l'occasion dans la section de recherche ou dans les différentes choses que j'avais faites. Et là, je me suis dit, tiens, il y a de la matière et j'ai envie d'explorer un peu le côté comique que moi j'ai dans la vie et d'essayer un peu d'insuffler des bribes de comique dans le personnage de William Dollier. Donc de ce côté-là, oui, il y a un peu plus. Voilà. Par rapport au côté austère, rigoureux, sérieux, etc. J'ai ce côté austère, enfin rigoureux, sérieux dans la vie, etc.
mais pas aussi prononcé que les personnages de William Denet. Et tu serais un rigolo dans la vie, alors? C'est pas... C'est vrai que tu le sais pas. Je suis Rital et je le reste, c'est dans le verbe et dans le geste. J'ai la mémoire de mon enfant, je suis Rital. Arrivederci Roma. C'était un petit clin d'œil à Claude Barzotti qui nous a quittés il y a pas longtemps et à mon ami Jean-Michel Tinivelli. Il y a quelqu'un, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas aborder à l'entame de cet entretien au sujet de Demain nous appartient. C'est Julie de Bazac, donc qui joue ta femme. Ma partenaire. Exactement. Je me demandais un truc. Est-ce que à l'écran, comme dans la vie, il y a un quotidien qui s'installe entre deux comédiens qui jouent un couple? Et est-ce qu'il faut lutter contre ou comment on gère ça? Ah oui, il y a un quotidien qui s'installe. Entre nous, on a des façons de travailler différentes, mais on a une grande complicité, un grand respect et une grande compréhension de l'écoute et le plaisir et le bonheur de travailler ensemble. On est complémentaires, on est complices et complémentaires. Donc oui, il y a une forme de quotidien qui s'installe. On se connaît par cœur, elle sait exactement comment je travaille, comment je me prépare. Moi, je sais exactement comment elle travaille, comment elle se prépare. Donc il y a cette routine, qui est ce quotidien entre guillemets qui s'installe. Et il faut surtout pas lutter contre. Au contraire, je crois que ça rassure chacun des personnages et ça rassure chacun des acteurs. C'est-à-dire de savoir comment l'autre fonctionne, ce que tu peux faire avec lui, ce que tu peux pas faire. Et nous, on est arrivé à instaurer un lien très particulier qui fait qu'on se sent totalement libre l'un et l'autre, ce qui nous donne une grande force et une grande marge de liberté au niveau du jeu. Ouais, on s'entend très très bien, on joue très très bien ensemble et oui, non, vraiment, c'est assez particulier. Ouais, c'est facile, ça devient presque des choses compliquées deviennent simples. Ah ouais. Par exemple, quel style de... Parfois, il y a des scènes de comédie ou des scènes où il y a beaucoup de mouvements ou des scènes où on se prend la tête ou même les scènes de lit, etc., qui deviennent d'une simplicité biblique, quoi. C'est... Ouais, on se pose pas les mauvaises questions, on met pas de problème là où il y en a pas. Ah, oui. Déjà, il y a pas de... On n'a pas de problème d'ego, on n'est pas des égotiques, ni l'un ni l'autre. C'est pas là on le met pas dans le jeu en tout cas. Et ouais, ça nous permet d'être libre, d'être à l'écoute, on se prend pas la tête, quoi. Ça devient simple, les choses compliquées deviennent simples. Ouais. Les scènes comiques deviennent simples et on rajoute systématiquement des choses, nous, dans le jeu, qui ne sont pas écrites. D'accord. Donc ça donne cette complicité qu'on trouve à l'écran. Ouais, exactement, et cette fluidité, ouais. Mais vous bossez beaucoup tous les deux en amont, déjà, est-ce que vous avez On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler en amont. Normalement, on doit avoir un quart d'heure de répétition, quand la plupart du temps, on n'a pas. Ah ouais. Non, donc c'est marrant parce qu'on en parlait encore avant-hier. C'est que on a de moins en moins de temps pour répéter et il y a de moins en moins de répétitions sur le plateau même directement. Parce que ça on arrive, on fait de la mise en place et une répète et hop, tout de suite on tourne derrière. Donc ce serait bien d'avoir un peu plus parfois. Mais d'où ce lien grâce au quotidien que vous avez tissé et qui vous fait là aussi gagner du temps, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop à chercher parce qu'on se connaît très bien et ça simplifie les choses, ça les facilite. Mais je pense qu'ils l'ont compris. Hein. Mais je sais pas je pense pas que ce soit juste lié à nous. Hein. C'est la manière de fonctionner de ce plateau. Et nous, comme on se connaît bien, on a l'habitude de travailler ensemble, c'est vrai que ça disons que ça nous aide, mais si on avait un peu plus de temps, ça nous aiderait encore un peu plus. Ça serait pas du luxe. Non. Ok. Alors, pour revenir sur ta carrière, cher Kamel, il y a un truc que j'ai noté. Déjà, le terme carrière, quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé qu'un jour on puisse dire, revenir sur ta carrière, etc. Quand je regardais les émissions de Michel Drucker ou d'autres, oui, donc on revient sur votre carrière, etc. Je me dis, ah oui, quand même, les gens, ils font des carrières.
Et toi, tu fais pas une carrière? Si. Non, mais j'imaginais pas quand ça me renvoie à des années en arrière où je rêvais de devenir comédien et aujourd'hui on dit revenons sur ta carrière. Et c'est pas moi qui le dis, hein, parce que c'est Non, une c'est moi. journaliste. Ouais. Absolument. Mais si tu veux, je peux dire sur ta route, sur ton chemin, mais ça me va. Hein, je me dis je fais une carrière, quoi. Bah ouais. C'est pas rien. Il serait temps qu'on Non, mais c'est valorisant. Je trouve ça beau. Ah ouais. Mais t'as un petit problème d'illégitimité d'être arrivé à faire une carrière. Non, pas du tout. Non, pas d'illégitimité, mais de regarder en arrière et de voir le parcours et qu'effectivement, tu fais une carrière, quoi. Bah, je te le confirme. Tu fais des coups, tu fais une carrière. Absolument. Parce qu'une carrière, ça a quelque chose de constructif, ça a quelque chose de sur le long terme, je dirais pas de pensée, mais d'évolution dans la continuité, etc., de tracer son chemin et d'avancer comme ça. C'est cette image-là, moi, la carrière, c'est pas juste j'ai bossé là-dedans. Non, avec des objectifs, des envies, et d'arriver à les mener à bout, et quel que soit le temps que ça prenne, mais de se rendre compte qu'effectivement, on construit quelque chose. Côté carrière, c'est presque, pour revenir sur les carrières de granit ou de gypse, c'est un côté constructif, entre guillemets. Le terme carrière, c'est à côté, je construis quelque chose. Mais puisque quand j'évoque le mot, ça te surprend, toi, quand tu es sur le terrain et rôle après rôle, t'as pas le sentiment de ça, en fait? Non, moi, je suis plus sur l'instant. Ouais, c'est après coup. Et puis, je trouve que carrière, ça donne un côté aussi, bon, ça fait longtemps que t'es là. Donc, il y a peut-être aussi le truc, tu vieillis aussi, le temps passe, et tu te dis, on me parle de carrière. Ça y est. Après, il y a des carrières de 6 mois, il y a des carrières de 3 ans. Non, moi, j'aimerais qu'elle dure longtemps, quand même. Mais... pour l'instant, c'est bien parti. Et qu'elle continue. Donc, au début de ta carrière, Kamel, j'ai regardé tes personnages. Ouais. Alors, dans La famille formidable... J'ai pas commencé par ça. Hein. Non, alors vas-y. J'ai fait un Navarro d'abord. C'est le premier tournage que j'ai fait, c'est un épisode de Navarro qui s'appelait L'émeute, réalisé par Gilles Béat, avec le regretté Tara Romer et la regrettée Elodie Mengan, entre autres. Il y avait aussi le regretté Jocelyn Cuivrin. Ah oui. Qui n'était pas dans le même épisode, mais on tournait 2 épisodes en même temps, et il y avait aussi Jocelyn Cuivrin. Alors, j'allais te poser, mais tu devances mes questions parce qu'on se connaît quand même aussi un peu. Ouais. Donc maintenant, il anticipe mes questions, c'est mieux. Alors, on va faire un détour par Navarro, sans souci. Non, mais au contraire, soyons spontanés. Je dis ça parce que... Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut remettre les choses... Peut-être qu'on allait en parler, hein, c'est pas le souci. Mais je voudrais pas l'éluder parce que déjà, c'est le premier. Et le premier revêt une importance quand même très, très particulière. Moi, je sortais à peine du cours de théâtre, donc j'avais un petit boulot à côté pour gagner ma vie. Et je passe le casting, j'avais jamais rien fait avant, et avec Mamad. Et je me souviens que... Mamad, qui est une agence de casting. C'était une directrice de casting, ouais. Et qui avait... J'avais jamais rien fait avant, et j'avais passé d'autres essais pour des trucs où j'en ai dit, oui, mais il a jamais rien fait. Et elle m'avait dit ça, je dis, mais si tous les réalisateurs disent ça, il n'y a aucun acteur qui va commencer sa carrière. Je dis, à un moment donné, il faut bien donner la chance à quelqu'un de le faire. Et c'est ce que Gilles Béat avait fait. C'est ce que Gilles Béat avait fait en disant, mais lui, c'est lui que je veux, je le sens, il a un truc, je veux que ce soit lui. Et ça a commencé comme ça. Et moi, comme c'était mon premier tournage, évidemment, c'était le grand saut dans l'inconnu. Je ne m'étais rien imaginé, hein, mais il y a eu une ambiance magnifique. Ouais, ça a été super. Avec Tara et Elodie, on s'est très, très bien entendus. La mayonnaise, elle a pris tout de suite. On s'est fait des dîners à l'extérieur. On s'est vu lécher les uns et les autres. On est devenus amis après, etc. Et avec Gilles Béat, ça s'est très bien passé. Il y avait une très, très bonne ambiance sur le tournage. On buvait des pots après. Et je me souviens, on tournait en banlieue. Les mecs nous avaient jeté des boîtes de conserve sur la tête, etc. Mais non. On tournait en bas de l'immeuble. Ils nous balançaient des trucs comme ça. On avait été obligés de partir après. Ah oui, c'est chaud. Ouais, non, c'était rigolo. Ouais. Non, attention, c'est quelque chose. On avait écourté la journée, on était partis. Ils avaient vandalisé les voitures dans le parking et tout. Non, c'était rock'n'roll. D'accord. Mais bon, c'est pas mal vécu. Je découvrais tout. Ouais. Et je savais que c'était lié à un contexte particulier. Hein. Et on se retrouvait après, justement, là-bas. Il y avait un bar là, dans cette ville de banlieue, je sais pas où c'était. Moi, je ne vous dirai pas de conneries, mais
Et on buvait des verres comme ça avec toute l'équipe et tout. Et je me revois assis à cette table, là, je revois cette image avec Gilbert, sa barbe, les techniciens, les comédiens et tout. Et je regarde, je me dis, oh, putain, mais qu'est-ce que c'est sympa. Et je me suis dit, waouh, je me revois me le dire, je me dis, je crois que je me suis pas trompé. Enfin, je me suis dit, c'est là où je voulais être et c'est là que je suis et je m'y sens bien. Je me suis dit, je me suis pas trompé de voie. Et Roger Hanin? Très bien. Roger Hanin, tout le monde m'a dit, ouais, tu vas voir, Roger. Mais très gentil avec moi. Il m'a accueilli les bras ouverts. Très gentil, bienveillant. Non, franchement, j'en ai fait 3 à Navarro. J'ai refait 2 autres après avec des rôles beaucoup moins importants. Mais non, il a toujours été très gentil et très bienveillant avec moi. J'ai un très bon souvenir de lui. Ah ouais. Il était viens, jeune, viens te faire, viens. Et on discutait, on parlait de l'Algérie, évidemment. Ouais, évidemment. Et non, il a été. Et j'ai eu, je me souviens, j'avais eu 15 jours de tournage, je crois. Ah ouais, ouais, c'est 13 énorme pour un. Ouais, 13 ou 15 jours de tournage, c'était des 90 minutes à l'époque. Ouais, je crois que j'avais eu mon premier rôle, j'ai eu 13 ou 15 jours de tournage. T'avais quel âge, là, à peu près? C'était énorme. Ouais, j'avais eu un peu plus d'une vingtaine d'années, 25, parce que j'ai commencé un peu tard. Ouais. D'accord. Alors, je reviens à cette question qui me taraude. À laquelle j'ai essayé d'échapper. Mais à laquelle tu n'échapperas pas. Non, parce qu'en plus, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, dans La famille formidable, dont on va parler aussi plus tard, ton personnage s'appelait Noureddine. Ensuite, dans Section, ton personnage s'appelait Enzo Guemara. Et puis, en 2015, tu fais un camping avec un personnage qui s'appelle Martin Dumont. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. Dumont, j'avais oublié. Martin, Dumont, oui, mais Dumont, je l'ai oublié. Et dans DNA, tu t'appelles William Donnier. J'ai bien changé. Tu as bien changé ou c'est la société qui a changé et les castings et tout ça? Ouais, je crois que moi non, parce que je suis toujours le même. Hein. Je suis toujours Kamel Belghazi. Moi, j'ai jamais essayé de cacher mes origines. Et puis, moi, je sais pas, j'ai jamais pensé. Quoi. Ça m'a jamais posé un problème. Ça peut être parfois problématique, mais ça m'a jamais posé un problème. Non, je crois que c'est la société qui change, ouais. Et je crois que c'est là où là où on me voyait effectivement comme les premiers rôles que j'ai fait, un délinquant, un dealer, etc. Petit à petit, la société se transforme et finalement les personnes d'origine étrangère, on les voit plus comme étant des délinquants ou des choses comme ça, mais on peut les voir comme étant des policiers, des médecins, Martin Dumont, je crois qu'il était comme directeur commercial ou quelque chose d'une boîte et il était là-bas pour un séminaire. J'ai eu aussi Miguel Courtin m'avait confié un rôle dans une série qui s'appelait Brigade des mineurs. Après avoir fait le lycée avec lui, où je m'appelais Reda, je tenais le bar. Il y avait 2 personnages dans Brigade des mineurs, c'était sur un épisode. Un qui faisait un banquier qui avait réussi, grosse voiture, etc., avec des filles et de la coke, etc., et un autre qui était dealer. Et il a inversé les choses en me disant, bah, écoute, toi, tu vas faire le personnage qui a de l'argent, qui réussit, etc. Et le mec, là, l'autre acteur, je ne sais plus comment il s'appelait, très sympa d'ailleurs, qui était blond, aux yeux bleus, il en a fait le dealer. Il voulait un peu inverser les codes. Donc voilà, déjà à l'époque. Donc, oui, je pense que c'est la société qui évolue. Mais c'est marrant parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Ça te fait pas chier d'appeler... Pour d'autres personnages, il y en a un qui s'appelle... ouais, on a l'impression que le physique doit coller avec le nom, mais parce que peut-être que les gens d'origine étrangère continuent à avoir des noms d'origine étrangère, pourquoi pas? Mais non, maintenant, c'est surtout que les personnes d'origine étrangère, elles font des études, elles deviennent avocates, elles deviennent chefs d'entreprise, deviennent médecins. Il y en a plein depuis très longtemps. C'est juste que maintenant, on finit par l'accepter et qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un comme moi d'origine étrangère ne soit pas chef de service en médecine, chef d'entreprise, commissaire de police, préfet. Il y a des... Alors c'est vrai que c'est peut-être une étape et la prochaine ce sera que je m'appelle Kamel ou Rachid ou je sais pas quoi et que je sois chef de service en médecine interne à l'hôpital de Thau ou procureur de la République ou mais ça arrive, hein, c'est juste une question de volonté, je crois. Concernant l'Algérie, ouais. Donc, 1, 2, 3. On est obligé, hein, j'avais ça. Voilà, le jury appréciera. Donc, tu as quel âge quand tu quittes l'Algérie? 5 ans, je crois. D'accord. Ouais. Tu as une famille nombreuse, c'était quoi On est 4. D'accord. Mais mon père avait des enfants d'un premier mariage et ma mère aussi.
D'accord. Mais ils ont eu 4 enfants. Ils avaient 4 enfants à l'époque en Algérie, de la même famille. D'accord. Ouais. Et alors, tu quittes l'Algérie et On va s'installer à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Bon, on vivait dans une sorte de... Bon, on est d'arrivée d'Algérie, donc mon père, il était ouvrier à l'usine. Et on vivait dans une maison en banlieue de Saint-Jean-de-Maurienne. À l'époque, il n'y avait pas de banlieue, mais nous, c'était déjà en périphérie de la ville. Donc, c'était loin de tout. Ouais. C'est une sorte de ferme, mais pas les fermes comme on peut les imaginer maintenant. Hein. C'était assez rudimentaire. Ouais. Hein. C'était assez rudimentaire. Non, c'était pas facile. C'est pas hyper facile. Et en quoi ça t'a forgé? Et surtout, toi, puisqu'on parlait de trajet il y a 5 minutes en termes de carrière, toi, comment tu la voyais, ta vie Je crois à cet âge-là, je la voyais pas encore. Je sais pas, j'essayais d'avancer comme je pouvais, quoi, je crois. Ouais. Système D? Non, mais j'allais à l'école comme tous les autres enfants. En fait, je me suis souvent posé une question, mais est-ce que je parlais français quand je suis arrivé en France? C'est la question. Ah ouais, tu te souviens plus? Non. Mais je me souviens pas d'avoir eu de décalage à l'école ou de problème de langue. On parlait, je pense qu'en Algérie, on parlait un peu français ou à l'école. Je ne sais pas si à l'école, ouais. Et non, bah après, j'allais à l'école primaire, et puis et petit à petit, voilà. Je l'imaginais pas, mais... Oui, c'est venu plus tard. J'étais trop jeune encore pour imaginer ma vie quelque part. J'avançais, quoi. C'est ça. Tu t'adaptais, t'avançais. Ouais, j'avançais, je m'adaptais. Tu te faisais des potes? Et après, je me faisais des potes, ouais. Parce qu'après, on a déménagé, parce qu'on n'est pas resté dans cette espèce de, entre guillemets, maison. Heureusement. Mais c'était sympa, parce qu'en fait, on élevait des poules. On allait acheter des poussins au marché avec mon père. Et après, on élevait des poussins qui devenaient des poulets. Après, on les mangeait. Bah oui, c'est le triste destin. Des canards, des lapins, etc. Non, c'était la vie à la campagne avant la campagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais c'était loin. C'était une période quand même avec du recul assez dur. T'as fait tes classes, t'as l'impression là d'homme, d'être humain. Je vais d'homme avant d'être un enfant. Ouais. Oui, carrément. Non, mais là c'était déjà. Ah non, mais j'allais au marché. En fait, on avait des responsabilités très tôt et très vite. Hein. Et beaucoup pour aider ma mère et puis mon père, et puis parce qu'il fallait que c'était comme ça que ça marchait. Quoi. Quand mon père allait au marché avec le vélo, on mettait les cagettes et ça, il fallait bien l'accompagner. Donc on marchait 2-3 km pour aller dans le centre, là, faire le marché. On revenait avec les cajots sur le vélo et on redescendait, on repartait dans l'autre sens. Et toi, tu t'imaginais vivre longtemps dans ce cadre-là, ou tu avais déjà des envies d'ailleurs? Je pense que quand je suis à l'adolescent, j'avais déjà des envies d'ailleurs. Ouais, c'est venu assez vite. C'est venu assez vite. C'est pas que j'étais pas bien, hein. C'est parce que avec du recul, j'ai vécu une jeunesse plutôt sympa. Ouais. Avec plein de potes, on était assez libres, on faisait des conneries, on bossait un peu à l'école, mais pas trop. Enfin, ouais, on était assez vivants, c'était assez intéressant comme période. Puis on était une bande, donc on faisait plein de trucs ensemble, on jouait au foot, on faisait des tournois interquartiers. Il y avait une vraie vie sociale. Conviviale. Ouais, vraiment. Mais je sentais qu'il manquerait sur le moyen terme ou le long terme quelque chose. Qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour que je m'épanouisse et que je sois heureux, je pense. Donc, instinctivement, il y avait déjà une envie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, je suis retourné à Saint-Jean-de-Maurienne et c'est tombé sur un mec qui était plus âgé que nous, et il m'a dit, je me souviens que quand on était ados, tu dis, ouais, un jour je vais partir et un jour je deviendrai connu. Je lui dis, ah bon? Il m'a dit, ouais. Je lui dis, mais tu te souviens, j'avais appris quelle âge? Je sais pas, tu devais avoir 15 ans, 14, 15 ans, et ça. Connu, tu voulais être connu. Tu voulais je voulais faire quelque chose qui ferait de moi. Alors, je sais pas. C'était pas le fait d'être connu dans le sens je veux qu'on me connaisse, mais de faire quelque chose. C'était plus de la forme de la. Ouais, je sais pas, de reconnaissance. Enfin, je sais pas, j'avais ça en moi, mais je savais pas comment. Hein. Je savais pas quoi, je savais pas comment, je savais pas où. Mais t'as jamais lâché? Non. Ben, je crois que c'est un peu ancré au fond, et je ne sais pas pourquoi, et ça m'a mené là où je suis. Ouais. Alors, juste avant les plateaux de cinéma, tu as fait un détour par une école de commerce? Ouais, je fais un DUT de technique de commercialisation, et après j'ai fait Sciences Po à Lyon, là, économie et finance. Et après, je suis venu à Paris pour bosser un peu.
Mais j'ai Donc bossé, là, il n'y avait toujours pas le fait d'être comédien en Si, ligne de mire. si, il y avait Quand déjà- est-ce il y que avait ça a déjà- apparu? Ben, Comment ça a ça a germé. germé? Je pense que ça a germé tôt. Ça a germé tôt. C'était présent quelque part tout le temps, parce que je me souviens qu'à Saint-Jean-de-Marigny, il y avait les plus grands, là, les anciens qui jouaient aux cartes, ils faisaient des parties de cartes. Mhm. Moi, j'ai appris à jouer avec eux aux cartes, on jouait à la coinche. Et il y avait des gens qui étaient des personnages avec des caractères et des caractéristiques très trempées. Et en fait, moi, je m'amusais à les imiter parce que j'avais ce talent, entre guillemets, que je ne considérais pas comme un talent, mais j'avais une oreille, je les voyais et je captais tout ça, je les entendais. Et en fait, j'arrivais à restituer ce qu'ils étaient avec les accents. Donc, en fait, je les imitais. Voilà. Et ils l'avaient très bien compris. On jouait. Et puis après, à chaque fois, j'arrivais le week-end. Kamel, viens, vas-y, imite-le. Alors, j'ai imité. Imite-lui. En fait, je les imitais tous les 4 quand je jouais aux cartes. Et parfois, ils me disaient, vas-y, monte-toi. Puis il y avait plein de monde dans le bar. Ouais, vas-y. Vas-y. Donc, je faisais machin, je faisais bidule. Et je les imitais tous. Donc, j'avais déjà je dirais pas que j'avais envie de faire ça, mais il y avait déjà ça en moi quelque part qui faisait que je sais pas pourquoi j'avais ça, je savais pas ce que j'allais en faire. D'accord. Et ensuite, il y avait le VGEP, c'était le foyer de jeunesse et d'expression populaire. Il y avait un mec qui s'appelait Daniel Gros, qui était un comique de Saint-Michel, il faisait un duo avec un autre mec. Et il donnait des représentations à Saint-Jean-de-Maurienne. Et je me souviens à l'époque qu'il disait qu'il jouait à Paris. Donc pour nous, c'était l'artiste qui avait réussi et il jouait à Paris. Et il avait des cheveux longs, la barbe un peu un physique à la Jésus, tu vois, et très gentil. Et ce mec-là a animé un atelier théâtre au sein du VGEP avec des amateurs. Je crois que c'était le lundi soir. Et il donnait une représentation au théâtre Gérard Philippe à Saint-Jean-de-Maurienne une fois par an au mois de juin. Et moi, je me souviens que je sortais de chez moi le soir et j'allais assister aux répétitions. Il laissait l'entrée de secours ouverte, là, et je me mettais juste au coin, et il me disait « Rentre ». Je dis « Non, mais si ». Donc je rentrais, je me mettais au coin, et je regardais les amateurs travailler. Il me disait « Viens, assieds-toi ». Je dis « Non ». J'étais un peu timide, je n'osais pas. Et je les regardais, et quand je les voyais, je me disais « En fait, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire ». Et j'assistais toujours à la représentation au théâtre Gérard Philippe de fin d'année, et les voir sur scène, etc. Donc en fait, j'avais cette attirance vers ce milieu-là. C'est marrant parce que c'était plus le milieu les représentations théâtrales, plus que le cinéma, parce qu'on allait très très peu au cinéma. On faisait un peu au cinéma, c'était rigolo. Et ouais, il y avait ça. Ouais, donc c'est assez... C'était là, mais pour l'instant, tu t'autorisais pas forcément à franchir le truc. Exactement, parce que c'était tellement loin de moi et du milieu dans lequel j'évoluais. Déjà, c'était... Je savais même pas comment on pouvait le faire. C'était l'inaccessible étoile. Là. Ouais, exactement. Et puis moi, je le rendais aussi inaccessible parce que j'aurais peut-être pu, à ce moment-là, qu'ils me disaient rentre, j'aurais peut-être pu aller voir en disant mais j'avais pas suffisamment confiance en moi, pas d'assurance. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis surtout, j'étais peut-être pas prêt. Puis c'était tellement loin, je me voyais pas dire à mes parents, tiens, je vais. Nous, on faisait pas ça. Nous, on jouait au boule, on jouait au foot, on faisait des conneries, etc. Mais on n'allait pas prendre des cours de théâtre. Quoi. On n'allait pas monter une pièce de théâtre. C'était tellement un autre monde que... Et puis, je sais pas, je trouvais qu'il fallait... Il y avait des profs, il y avait des choses comme ça. Tu as l'impression que c'était réservé à une certaine élite. Et nous, on n'avait pas... Et moi, j'avais pas accès à ça. Et j'étais le seul de mes potes. Et je crois que je le disais pas à mes potes. J'étais le seul à aller voir ça, etc. C'était un peu mon petit secret à moi. C'était ton secret. Je crois que c'était mon petit truc à moi, ouais. Alors, quelle a été la passerelle entre ton monde et ce monde? C'est après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai décidé de... En fait, j'étais commercial pour une boîte qui s'appelait Infopresse. Et j'étais venu bosser là chez une copine qui bossait pour eux, ça m'a permis d'arriver à Paris, etc. Et un jour, j'avais rendez-vous avec un médecin parce que j'étais commercial, je vendais des abonnements de magazines. Et il y a une fille j'étais dans les escaliers, je préparais mon argumentaire, il y a une dame qui descend et qui me dit qu'est-ce que vous faites là? Je dis voilà, je viens. Et si je vendais, j'étais payé au pourcentage, donc je dis vous lisez des magazines? Elle me dit oui. Elle me dit attendez, je vais poser mes poubelles. Elle va poser ses poubelles, elle revient, s'assoit sur les marches avec moi, on discute. Je lui explique un peu. Après, elle me dit vous voulez pas monter chez moi, ce sera plus confortable. Je lui dis ok, on monte. Donc je continue mon argumentaire pour savoir ce qu'elle lisait comme magazine, essayer de lui vendre un abonnement. Et elle me regarde et à un moment donné, elle me dit mais ça fait longtemps que tu fais ça? Je lui dis non, ça fait quelques mois, je viens d'arriver à Paris il y a pas très longtemps. Elle me dit t'as pas envie de devenir comédien comme ça? Je dis je lève la tête, je dis si, pourquoi, c'est mon rêve. Elle me dit non, parce que je te vois là comme ça depuis tout à l'heure, je te regarde et t'as un truc qui fait que
Et elle me dit, bah voilà, va voir ci, va voir ça, va voir tel agent, va faire ça, 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 ça. Mais c'était quelqu'un du métier? Ouais, c'était Nadia Fares. Ah. Elle l'a jamais su, hein. C'est marrant parce que j'en parlais récemment avec Gérard Marx et Dominique Lancelot avec lesquels elle a travaillé. Et je lui ai jamais dit, en fait, elle l'a jamais su. Je lui dirai un jour, ouais, j'aimerais bien la voir un jour pour lui dire. D'accord. De vive voix. Super. Et le lendemain ou le surlendemain, je suis allé voir les mecs avec lesquels je travaillais, qui étaient devenus des amis. Je leur ai dit, voilà, j'arrête. Ils savaient que j'avais cette passion du théâtre, mais ils savaient aussi que je savais pas comment m'y prendre. Et voilà, donc après, j'ai pris des photos qu'on avait faites avec un copain dans un couloir. Et je suis allé voir son agent à l'époque, qui était, je crois, Arlette Berthomé, il me semble. Et qui m'a dit, faut prendre des cours de théâtre. Et j'ai pris les passes jaunes à l'époque, parce qu'il y en avait encore. Et j'ai regardé cours de théâtre. Et c'était marqué voir cours d'art dramatique. Et j'ai regardé, j'ai appelé des cours d'art dramatique. Je suis allé me voir 2-3 et je me suis arrêté chez Dominique Verriot. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand on te dit famille formidable, qu'est-ce qui remonte dans tes souvenirs, dans ton cœur? Il y a plein de trucs, l'ambiance. C'était mon deuxième tournage, moi. Ouais. J'avais un lien particulier avec Bernard Lecoq, puisqu'il était parrain de l'audition quand moi je suis sorti du cours de théâtre là, chez Dominique Verriot, ma dernière année. Ouais. Que lui aussi, il avait suivi le cours de Claude Verriot, qui était le père de Dominique Verriot. Et que des bons souvenirs, une grande gentillesse de la part de Joël Santoni, un accueil formidable quand je suis arrivé au Portugal. Joël Santoni, donc, qui est le papa de la famille formidable, réalisateur, auteur, producteur. Non, ça a été quelque chose de formidable. Moi, c'est une aventure humaine extraordinaire et j'ai été accueilli comme un prince, quoi. Ils ont été gentils avec moi. Ouais, et puis quand tu débarques comme ça sur eux, ils avaient commencé, c'était la 4e saison, je crois. Ils se connaissaient déjà depuis très longtemps. Et j'ai été intégré au groupe comme si j'étais un des leurs, très rapidement. Donc, on s'est marré, on a voyagé, on a tourné, on a ri. Non, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes et fortes émotions grâce à la famille formidable. Ouais. Et la fin de la famille, ça a été un déchirement? Ça a été... Non, vous restez en contact, de toute façon. Un déchirement parce qu'évidemment que tu n'as jamais envie que ce genre de série s'arrête. C'est surtout les conditions dans lesquelles ça s'est arrêté qui ont été difficiles avec le décès de Joël, qui arrivait quand même assez vite alors que c'est lui qui devait tourner la saison suivante. Donc ça a été surtout humainement, ça a été difficile. Après, professionnellement, tu te dis, plus une série dure, plus elle s'approche de la fin. Ouais, ça veut dire qu'ils avaient commencé en 91, ils avaient 27 ans, même si on faisait 3 épisodes tous les 3-4 ans, 2 ans, et ensuite tous les ans sur la fin. C'était pas... Ça s'approchait de la fin. C'est les conditions, et j'aurais préféré, à la fois pour Joël, et puis même pour nous, de vraiment se dire au revoir, prendre le temps de se dire, voilà, cette fois-ci, ça va être la fin, donc... Profitons-en, vivons les choses à fond, disons-nous ce qu'on a à nous dire, anticipons là, et pour vraiment le vivre bien, là, ça nous est tombé dessus, et on ne savait pas si on allait continuer derrière ou pas. Et Bernard a pris la décision qu'il trouvait lui juste, et que je comprends à 100%. Il était tellement attaché à Joël, et on en avait parlé lui et moi, qu'il ne se sentait pas continuer sans lui, et ça, c'est indiscutable, quoi. Moi, je suis 100% d'accord avec lui et de son côté. Ouais. Vous êtes restés proches, justement, avec Bernard, Annie, avec Bernard beaucoup, avec Alex aussi. Ouais, Alex Antibo. Avec Annie un petit peu, mais un peu moins. Ouais, c'est un personnage un peu particulier, Annie, que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais on est moins dans la complicité. Avec Bernard, on se voit, on déjeune, on est plus proches, on parle de nos vies, etc. Par exemple, pour Demain nous appartient, je l'avais appelé, je l'avais dit, voilà, on me propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, il fait un peu partie de mon parcours. Ouais. Et, clairement, et humainement en plus. Ouais, exactement, des deux côtés. Non, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je reste proche de ces gens-là. Ouais. Pas de tous, mais de certains. Et avant de conclure, il y a une partie de ta vie là aussi qu'on peut pas ne pas évoquer. C'est ton côté. Là, il me regarde, il se demande qu'est-ce que ça va être. Non, c'est tout simplement. Quand je jouais au PSG, je vais devenir footballeur professionnel. Alors pas précisément.
C'est parce qu'on a beaucoup parlé de famille. J'étais athlète de haut niveau. Oui, c'est ça. Triathlon, tout ça, mais lanceur de poids aussi, je crois que tu as fait. Non, c'est qu'on a beaucoup parlé de famille lors de cet entretien, mais on n'a pas évoqué la tienne, et notamment tes 2 filles. Exactement, j'ai 2 filles. Voilà. Et pour conclure, évidemment, je vais pas te faire le plan. Est-ce que c'est pas le plus beau rôle de ta vie? Mais en revanche, je sais combien tu as un papa présent et vibrant. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, tu es devenu père justement dans la famille avant de l'être dans la vie. Ça aussi, ça a été une manière d'anticiper, ou c'est juste une petite phrase à la noix d'une journaliste qui cherche à faire son petit effet? Non, c'est les deux. Mais c'est vrai que tu te dis... Je me suis toujours dit, si tu dois jouer des choses qui ne te sont pas arrivées dans la vie, c'est là où il va falloir vraiment chercher, etc. Et effectivement, quand je suis devenu papa dans une famille formidable, c'est là-dedans que je suis devenu père pour la première fois, je me suis dit, ouais, c'est particulier, quoi, tu vois. Et encore les petits, j'en ai manipulé, j'en ai eu dans les mains, etc. Parce que moi, j'ai des petits frères et des petites sœurs, donc les petits, je savais déjà, entre guillemets, faire. Ça m'effrayait pas. C'est quand, quelques années après, toi, au bout de 2-3 ans, et t'as une ado, quoi, tu vois. Et là, tu dis, ah ouais, alors attends, comment ça gère les ados? C'est-à-dire que là, je fais un père de famille qui a une ado. La fille, elle a 12-13 ans. Ça, j'ai jamais eu. Donc, il va falloir que je réfléchisse, il va falloir que je trouve, il va falloir que je comprenne. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au comportement des ados et à regarder un peu les copains qui avaient des enfants du même âge. Et puis après, ça se fait, mais au départ, c'est un saut dans l'inconnu, hein. Bah, grave. C'est un saut. Et puis surtout, tu franchis une étape. Parce que tu joues les mecs célibataires, etc., des flics, des cuisiniers, des ce que tu veux, etc., des délinquants, peu importe. Et là, tu rentres dans une dimension différente, c'est-à-dire que tu joues un père de famille. Ça, c'est différent. Parce que il s'agit plus de ta relation personnelle avec la vie, avec ton métier, quand tu joues avec ton personnage, avec la vie de ton personnage. Là, il s'agit de ton personnage, de sa vie, mais aussi de la fille du personnage. Donc, il y a d'autres relations, une imbrication un peu différente. Donc, c'est complètement différent. Ouais. Il faut le penser, il faut le réfléchir. Ouais. Une fois de plus. Il faut chercher. Et quel âge elles ont, tes filles, aujourd'hui? Elles vont avoir 12 et 7. D'accord. Et tu as le sentiment d'avoir bien répété dans la famille, ou tu es encore surpris? Non, je suis bien, mais non, ça va. Dans des nains, la dernière fois, on jouait, parce que j'avais des ados, mais qui sont devenus des adultes, et on parlait des problèmes des ados, etc., etc. Et je ne pouvais pas m'empêcher à certains moments de me dire... mais ouais, en fait, c'est très réaliste et un jour, ça va m'arriver. Donc, j'anticipais déjà certaines choses. Un jour, tu vas y avoir droit. Et en discutant avec les filles, parce que j'ai 2 filles dans la série, elles me parlaient de certaines choses. Je me disaient, en fait, ça va être ma problématique dans quelques années, quoi. Et alors, pour terminer, à chaque fois qu'on se parle, tu me dis que tu as toujours cru en ta bonne étoile. Est-ce que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui? Non, mais je sais pas, c'est peut-être une façon de se rassurer aussi, de dire qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui veille. C'est peut-être rassurant. Je crois qu'il faut... Enfin, mais c'est toujours difficile de... Ouais, je crois en moi. Moi, je suis pas comme ça, j'ai beaucoup de doutes. Hein, je suis pas du genre à dire, ouais, j'ai confiance en moi, je crois en moi. C'est même l'inverse. Je pense que j'ai pas très confiance et je crois pas beaucoup en moi, mais ça me rassure de dire... tiens, quand les choses arrivent, mais peut-être il y a une sorte de bonne étoile. Et puis, je crois que j'y crois, ouais, j'essaye d'y croire, j'essaie de faire en sorte d'avancer, j'essaie de mettre les choses en place à mon rythme, parfois bien, parfois moins bien, maladroitement souvent, mais j'essaye quand même de... En tout cas, j'abandonne pas, je laisse pas les choses filer, je m'accroche. Je m'accroche et parfois ça finit par arriver, parfois ça marche pas, mais j'ai l'impression quand même d'arriver à m'accrocher et puis finalement de continuer d'avancer, un peu comme une espèce de petit Bernard Lamite qui va s'accrocher et qui va monter petit à petit. Et c'est comme ça qu'on fait une carrière, Kamel Belghazi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est les petites. C'est le fameux. Les petits machins font les petits ruisseaux font des grandes rivières. Exactement. Écoute, j'espère. Hein, moi, j'ai fait quelques petits ruisseaux. Je sais pas si un jour ça deviendra une grande rivière, mais. En tout cas, l'important, c'est que le ruisseau continue de couler et que ouais, ça alimente
et que ça alimente ma vie et mon plaisir d'être sur scène et que ça alimente aussi l'imagination des autres pour leur donner envie qu'on travaille ensemble. Moi, je suis, ouais, je pense. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Je te remercie encore une fois pour cet entretien et donc à très bientôt sur scène et sur les écrans. Ouais, merci j'espère. Kamel. Merci Isabelle. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.